Bonjour, voici le nouveau cours d'électromagnétisme, donc EM5, propagation d'ondes électromagnétiques. Dans cette vidéo, on va se contenter du grand 1 qui va s'intéresser aux équations de Maxwell. Donc nous avons déjà vu en électrostatique et en magnétostatique les liens entre champ électrostatique ou magnétostatique et leur source. Donc champ électrostatique et charge, champ magnétostatique et courant statique, qui étaient donc valables, comme leur nom l'indique, lorsque le temps n'intervenait pas, et donc lorsque les grandeurs étaient des constantes en fonction du temps. Ici, on va rappeler les équations de Maxwell de la statique, mais on va les généraliser en régime variable, en regardant quels sont les paramètres qui vont varier ou pas, quelles sont les conséquences de ces variations. Dans la suite du cours, on s'intéressera également à l'énergie associée au champ électromagnétique, mais également à l'aspect ondulatoire, en voyant que le champ électromagnétique constitue une onde qui peut se propager. Nous allons nous restreindre dans le cadre du programme aux ondes dans le vide, et à des conséquences telles que la réflexion sur un métal, la polarisation, la résonance dans une cavité, qui introduira des ondes stationnaires. Voilà, ça c'est la suite du programme. Donc, dans cette vidéo-ci, équation de Maxwell, grand 1, équation de Maxwell. Les équations de Maxwell de la statique, nous les avons d'ores et déjà vues. Il s'agit donc de nous intéresser aux équations soit locales, soit à leur forme globale. Les équations de Maxwell, à proprement parler, c'est la forme locale. Ce sont des équations en un point M donné, à un instant T donné. Donc ici, en statique, le temps n'intervient pas, mais ce sont des équations locales en un point M donné. Je rappelle Maxwell-Gauss qu'il s'agit de relier la divergence du champ électrique à sa source, la densité de charge associée. Et donc c'est la divergence qui intervient et qui permet d'accéder ainsi au champ électrostatique. Sa forme globale donne le théorème de Gauss, qui nous a permis de faire des calculs de champ électrostatique, et qui exprime que, en présence de charge, dans un volume donné, eh bien le flux du champ électrostatique ne sera plus conservatif, et il sera conservatif exclusivement en l'absence de toute charge. Ce théorème, cette équation de Maxwell-Gauss, et par conséquent le théorème associé, à savoir le théorème de Gauss, reste valable en régime variable, et donc y compris pour un champ électrique qui dépendrait du temps, nous pourrons l'utiliser. Maxwell-Faraday s'intéresse au rotationnel du champ E et affirme que le rotationnel de E est nul en statique, ce qui signifie que la circulation du champ électrostatique est nulle. Le lien entre rotationnel et circulation se fait via le théorème de Stokes. J'ai omis de rappeler que le lien pour Maxwell-Gauss entre divergence et flux se faisait via le théorème d'Ostrogradsky. Dans les deux cas, c'est flux à travers une surface fermée, et puis pour Maxwell-Faraday, circulation autour d'un contour fermé. Donc circulation de E conservative, rotationnelle de E nul. Nous avions vu en mécanique des fluides que pour tout champ vectoriel, cela signifiait qu'on pouvait définir un gradient. Le champ peut s'exprimer comme un gradient. En l'occurrence, pour le champ électrique, on avait défini le gradient qui est le potentiel électrostatique. Nous avions défini E comme le gradient du potentiel électrostatique, jouant un rôle similaire à l'énergie potentielle. Donc E égale moins gradient de V, et nous allons voir que tout ceci n'est plus valable en régime variable. Maxwell-Ampère, qui relie le champ magnétostatique à ses sources, dans le cas statique, à savoir les courants, mu0j simplement, ou la forme intégrale qui constitue le théorème d'Ampère qui nous a permis les calculs de champ magnétostatique. La circulation de B étant non conservative lorsque le contour d'Ampère enlace un courant. Et enfin, Maxwell-Flux ou Maxwell-Thomson, qui s'intéresse à la divergence du champ magnétostatique, qui est toujours nul, et donc associé à un flux à travers une surface fermée nulle. Le flux de B est conservatif. Ça reste valable en régime variable, donc le flux, le champ magnétique est de manière générale toujours conservatif, et toujours à flux conservatif, et voilà.
Alors à présent, en régime variable, on va commencer par l'équation de Maxwell-Faraday. Nous avons vu dans le cours précédent d'induction la loi de Faraday, qui nous disait que lorsqu'on avait une variation du flux magnétique au cours du temps, cela engendrait une FEM induite. Tout se passe comme si on avait un petit générateur qui modélise la situation mais qui n'a pas d'existence concrète. Eh bien, cette FEM correspond à une différence de potentiel, c'est une tension. On avait dit que c'était un petit générateur. Et dans ce cas-ci, si on calcule la circulation sur un contour fermé qui inclut ce pseudo-générateur, eh bien, la circulation ne sera pas conservative puisque, justement, c'est égal à la FEME. Et cette circulation non conservative signifie que le champ électrique, dans ce cas-ci, n'est plus à circulation conservative, ne dérive plus d'un potentiel. Alors, concrètement, on parle de champ électromoteur. Pourquoi? Parce que cette circulation de E sur un contour fermé, si jamais on plaçait une charge Q quelconque à ce niveau-ci, elle subirait une force, d'après la force de Lorentz, qui serait F égale QE, et le travail associé pourrait être écrit comme l'intégrale de la force scalaire, le déplacement. Si on l'écrit à présent sur un contour fermé, eh bien vous voyez que cette circulation, le champ la FEM induite sur son contour fermé apparaît comme un travail par unité de charge et qui est non nul. Ce qui signifie que le champ, cette FEM induite, est associé à un champ, le champ E là, qui est capable de fournir un travail non nul à une particule. Et ce travail non nul va permettre la mise en mouvement. Il apporte de l'énergie qui va venir compenser de potentiels frottements qu'on avait pu voir comme par exemple dans le modèle de Drude, frottements qui apparaissent, ou de manière plus générale, dissipation d'énergie qui apparaissent lors du déplacement de charge. Donc cette force peut compenser, ça se comporte bien comme un générateur, hein, c'est l'interprétation qu'on avait donnée en induction, et donc on va pouvoir lui associer ce fameux champ électromoteur. Toujours est-il que la circulation étant non conservative, le rotationnel n'est plus nul au niveau local, on ne peut plus définir de potentiel électrostatique, et il faut modifier l'équation de Maxwell-Faraday. On va pour cela repartir de l'induction, repartir du flux magnétique à travers le flux à travers une surface s'appuyant sur un contour fermé, et ce flux, comme tous les flux, va s'écrire B scalaire ds. Et la FEM induite, d'après la loi de Faraday, dépend de ces variations. Alors si on regarde la manière de l'exprimer, en remplaçant le flux par son expression en fonction du champ magnétique, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On dérive l'intégrale. Alors, juste une petite remarque, c'est une dérivée simple, parce que on intègre sur l'ensemble de la surface, et une fois que l'intégration est faite, le champ magnétique ayant été intégré, le flux ne dépend plus que de la variable temps. Pour une surface S donnée, après intégration, le flux ne dépend plus que du temps. Par conséquent, c'est bien une dérivée droite. Si on se place dans le cas d'une surface qui serait constante, non déformée, avec un champ magnétique variable, et donc typiquement pas une expérience de type Pry de Laplace, hein, c'est le champ magnétique qui varie, eh bien dans une telle expérience, la surface étant constante, on peut inverser les deux opérations, les deux opérateurs. On peut inverser l'intégration et la dérivation. Ce qui fait qu'ici,
on peut d'abord dériver, puis intégrer la dérivée, au lieu d'intégrer puis dériver cette grandeur. Donc attention, c'est une intégration par rapport à l'espace et une dérivation par rapport au temps. Et encore une fois, puisque le circuit a une section constante, puisque la surface est indéformable, alors on peut faire cette inversion-là. Dans ces cas-là, vous voyez qu'on fait apparaître une dérivée partielle, parce que la dérivée étant rentrée à l'intérieur de l'intégrale, cette fois-ci, le champ magnétique dépend bien de l'espace et du temps, potentiellement. On peut le prendre uniforme, mais a priori, il dépend bien de l'espace et du temps. C'est pour ça qu'il faut une dérivée partielle. Donc, la loi de Faraday, si on détaille l'expression de la F et M, nous donne accès à la F et M en fonction de la dérivée partielle du champ magnétique, on va dire. Et grâce au théorème de Stokes, on va pouvoir passer d'une circulation au flux à travers une surface. Or, ce que nous avions vu, c'est que la F et M va pouvoir s'écrire en tant que... on avait vu que la circulation du champ électromoteur, c'était la F et M. Et donc, la circulation du champ électromoteur, on l'écrit en fonction du rotationnel. Donc on écrit la F et M en fonction du rotationnel de E, première expression. On l'avait tout à l'heure exprimé grâce à la loi de Faraday en fonction de la dérivée de B. Et en identifiant ces deux expressions, ça nous donne accès à l'équation de Maxwell-Faraday en régime variable, à savoir que le rotationnel de E est égal à moins d rond B sur d rond T. Donc, cette expression-ci, l'équation de Maxwell-Faraday en régime variable, est extrêmement importante, et vous voyez qu'elle inclut les phénomènes d'induction qu'on avait pu donner sous forme intégrale dans le chapitre précédent. Comme toutes les équations de Maxwell sous forme locale, elle est valable en un point M donné. Vous voyez que on retrouve bien entendu Maxwell-Faraday en statique, puisque dans le cas de la statique, si le champ magnétique est indépendant du temps, alors la dérivée partielle sera nulle, le rotationnel sera nul, et on retrouve un champ à circulation conservative pouvant être associé à un potentiel électrostatique. Et donc là, c'est la forme générale. Alors, une petite remarque, on ne peut toutefois pas établir de cette manière-ci l'équation de Maxwell-Faraday dans un cas typiquement de rail de Laplace, dans un cas de circuit déformable, puisque la technique d'inversion des opérateurs, intégration et dérivation que nous avons utilisée ne serait plus valable. Cette démonstration est alors hors programme pour nous, sachez simplement qu'elle peut être faite à partir de la force de Lorentz. Donc bien entendu, cette équation de Maxwell-Faraday que nous avons démontrée dans l'un des deux cas de l'induction est générale, simplement on admet sa généralisation. Voilà. Alors, application 1, champ électrique induit par un solénoïde infini. Il s'agit d'appliquer ce premier résultat. On ne l'a pas encore commenté, mais j'ai simplement dit, voilà, ça exprime l'induction, mais d'un point de vue local, ce que ça dit, c'est que rotationnel de E, associé à moins d rond B sur d rond T, une variation d'un champ magnétique, un champ magnétique variable au cours du temps, va générer un rotationnel non nul, donc va consister en une source d'un champ électrique. Il va créer un champ, comme on disait, électromoteur à circulation non conservative. Donc on a une nouvelle source, si vous voulez, de champ électrique. On avait en statique les charges. En régime variable, eh bien, on se rend compte que les variations de champ magnétique sont sources de champ électrique. Donc vous pouvez commencer à réfléchir à l'application 1 que nous traiterons ensemble. Équation de Maxwell-Ampère en régime variable. Il s'agit là encore d'une généralisation. On va partir d'un exemple pour montrer là encore qu'il y a insuffisance de l'équation de Maxwell-Ampère de la statique dans le cas variable. Et on va s'intéresser à la charge d'un condensateur. Souvenez-vous, lorsqu'on avait étudié un condensateur, là on a pris le modèle condensateur plan, on va dire le plus simple. On avait montré que le champ électrique entre ces plaques était en sigma sur epsilon 0. Eh bien ce qu'on avait montré, c'est que ce condensateur, on peut définir des charges plus Q et moins Q sur les
les plaques en regard, on avait dit que entre, on avait un diélectrique. Donc certes, il y a un champ électrique, mais entre, il y a un diélectrique isolant. La version la plus facile, c'est de l'air. Et que ce diélectrique fait qu'il n'y a pas de courant qui circule. Et cette absence de courant, eh bien, on va l'exploiter ici. Comment est-ce que le courant circule? Il circule ici, par les plaques qui s'influencent, c'est transmis, donc on a une intensité de l'autre côté, sauf si on est en régime continu permanent, mais en régime transitoire, en régime variable, il y a un courant, mais il y a le vide entre les plaques, et ici, il n'y a pas de courant. Alors, si on considère simplement le fil parcouru par un courant, en amont, et qu'on considère le champ magnétique. Nous avons étudié le fil infini, on a vu que le champ magnétique était globalement orthoradial, en tout cas dans le modèle de fil infini. Si on prend un contour d'ampère lui aussi orthoradial, qui vient suivre une ligne de champ magnétique, alors, d'après le théorème d'ampère de la statique, la circulation de B égale à mu0i est non nul, ici, puisqu'il y a le fil qui traverse le contour d'ampère ici, qui est représenté en rouge et que je grise. Voilà. Si maintenant on reprend ce même contour d'ampère, mais qu'au lieu de regarder non pas la surface plane qui s'appuie directement dessus, mais cette surface-ci un peu plus sophistiquée qui s'appuie sur le même contour, mais qui serait plus grande, et qui irait passer entre les armatures, alors vous voyez que cette surface-là n'est pas traversée par un courant, puisqu'elle passe dans la zone entre les plaques, où il n'y a pas de courant, où il y a le vide, et auquel cas la circulation serait nulle. Alors vous voyez qu'il y a une contradiction, et que c'est incohérent, puisque normalement, pour toute surface qui s'appuie sur le contour d'ampère, on devrait trouver la même chose. Donc, cette équation de Maxwell-Ampère en régime variable n'est plus valable, elle doit être complétée. Et ce qu'on peut démontrer, là encore c'est hors programme, c'est que elle est complétée avec un terme en d rond E sur d rond T. Donc là encore, le rotationnel de B va dépendre des variations du champ électrique, tout comme le rotationnel de E dépendait des variations du champ magnétique. Et au niveau des sources de champ magnétique, on avait vu que les courants, donc le vecteur densité de courant constituait une source de champ magnétique. On voit là une seconde source de champ magnétique qui va être les variations de champ électrique au cours du temps. Sous sa forme intégrale qu'on peut obtenir grâce au théorème de Stokes, eh bien la circulation de B qu'on peut associer au rotationnel de B va se réécrire comme ceci. Ici, vous voyez le flux de J qui, par définition, constitue l'intensité du courant électrique, première source de champ. Et puis, vous voyez ce second terme, le flux associé à epsilon 0 d rond E sur d rond T, pour lequel on peut définir un nouveau vecteur densité de flux, qu'on appelle vecteur densité de courant de déplacement, qui n'est pas associé à un vrai déplacement de charge, mais à une fluctuation au cours du temps du champ électrique, et qu'on peut traduire comme un courant. On parle de courant d'intensité de courant de déplacement, et qui n'est pas là encore un courant au sens usuel du terme, mais tout se passe comme si on avait là un courant électrique. Donc, bon, cette forme intégrale, en réalité, on s'en sert pas. C'est pas du tout un outil pratique, c'est un outil intéressant d'un point de vue, on va dire, conceptuel, mais pas intéressant en pratique. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est ce couplage entre champ électrique et magnétique en régime variable. Les variations de l'un vont être source de l'autre, hein, le rotationnel de l'un et de l'autre sont associés à la dérivée partielle. Donc rotationnel de B associé à d rond E sur d rond T, rotationnel de E à d rond B sur d rond T. Donc voici les 4 équations de Maxwell en régime variable, c'est à la limite du programme, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est les divergences de E et de B qui restent valables en statique ou en régime variable, tandis que en régime variable, les rotationnels sont complétés par des termes en d rond sur d rond T de B ou de E, de manière couplée entre les deux. Et donc les champs électriques et magnétiques sont indissociables, et c'est pourquoi on parle alors de champs électromagnétiques. Ce qui est strictement au programme et qu'il faut parfaitement maîtriser, c'est ce qui se passe en régime variable dans le vide. On a vu la statique
en présence de charge et de courant. Là, on voit le régime variable dans le vide, ce sont les limites du programme. Et auquel cas, eh bien, l'équation de Maxwell-Gauss, qui était en ρ sur epsilon 0, se simplifie en divergence de E égale 0. La divergence de B était toujours nulle, elle est intrinsèquement nulle. Et donc, dans le vide, on voit que le champ électrique et le champ magnétique sont des champs qui vont toujours être à flux conservatif. Et par ailleurs, les rotationnels se simplifient également. Alors, l'équation de Maxwell-Faraday dans le vide ou en présence de matière n'est pas modifiée, tandis que le rotationnel de B est simplifié, lui, puisqu'on voit le terme en J disparaître. Donc ici, c'est ρ qui est égal à 0, ici, c'est J qui est égal à 0, et qui nous permettent ces simplifications-ci, avec un couplage immédiat entre E et dérombé sur, enfin, rotationnel de E et dérombé sur déronté, rotationnel de B et dérombé sur déronté. Donc dans le vide, les sources de champs électromagnétiques vont être les fluctuations de B et de E par rapport au temps et exclusivement ces fluctuations-là. Voilà pour cette première partie. Nous verrons donc par la suite tout ce qui concerne l'énergie associée au champ électromagnétique, l'énergie transportée par le champ électromagnétique.